Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors aujourd'hui je vais revenir sur un sujet qui me paraît non négligeable, même si je ne vais pas faire un détail complet sur l'historique, parce qu'on l'a déjà fait et que les choses ne sont pas encore terminées et qu'il y a encore peut-être encore beaucoup de choses qui vont se produire. Je veux parler de revenir tout simplement sur cette histoire de pandémie, même si j'en ai un petit peu fait allusion, un petit peu parlé dans mes précédentes vidéos, mais là je vais revenir un petit peu de façon un petit peu plus générale. Je vais essayer d'éviter de faire une vidéo de 2 heures quand même. Mais l'ambition de cette vidéo est née tout simplement de la plainte qui va être déposée auprès de l'ordre des médecins contre le professeur Raoul. Donc la guerre fratricide du vaccin, du traitement, passe à une seconde étape, ce qui est totalement ridicule. Pourquoi? Tout simplement parce que de toute façon aujourd'hui, on a la démonstration, et même aux États-Unis, que la chloroquine associée à un certain type d'antibiotiques, eh bien, sont efficaces pour traiter les personnes qui ont commencé à avoir des symptômes en étant testés positifs au Covid-19. Donc, mesure de précaution, mesure de prévention, l'hydroxychloroquine aujourd'hui, on peut le dire, fonctionne. Alors évidemment, il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est dangereux, etc. Mais tous les traitements sont dangereux. Si vous vous faites vacciner par le fameux vaccin saisonnier contre la grippe saisonnière, eh bien, si vous n'êtes pas conscient de votre état de santé, si vous n'êtes pas conscient de certaines pathologies que vous avez, eh bien, vous risquez d'avoir des effets secondaires très indésirables de par ce vaccin, et peut-être même tomber gravement malade et mourir. C'est le risque existe, mais ça évidemment, à outil de comparaison avec aujourd'hui l'usage de la chloroquine, on évite de faire cet outil de comparaison parce que forcément, au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte que, à toute proportion gardée, en matière de prise de risque, la prise de risque, oui, elle existe même avec des traitements, elle existe même avec de l'aspirine. Vous pouvez faire un excès d'aspirine, ça peut avoir des conséquences sur votre santé et votre pathologie. Donc voilà, tout est une question de processus, mais de processus avec des protocoles, et des protocoles qui de temps à autre doivent aussi savoir s'adapter aux situations. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, le professeur Raoul fait partie de ces gens qui ne sont pas là pour pavoiser ou faire de l'ambition, du carriérisme dans des plateaux de télé. C'est un médecin, c'est un chercheur, c'est un homme qui est là pour soigner et qui, en ayant eu des rapports lorsqu'il y a l'épidémie a commencé en Chine dès le mois de décembre. Je rappelle quand même que les Chinois ont été sollicités par le groupe Gilead pour tester le remdesivir en même temps que la chloroquine, ça aussi on oublie de le préciser. Eh bien, le professeur Raoul a été attentif aux études chinoises avec la chloroquine, et c'est pour cette raison qu'il s'est engagé dans cette voie, dans cette possibilité que la chloroquine soit un traitement intéressant. Et de ce fait, après, tout l'historique aujourd'hui, et d'ailleurs même l'histoire avec un grand H, nous fera la démonstration de si le professeur Raoul avait raison ou non. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le professeur Raoul, de par sa mise en application de son traitement et de par les chiffres qu'il a obtenus, déjà, premièrement, évidemment, a dérangé considérablement l'establishment et la technocratie parisienne, a dérangé considérablement le marché des laboratoires avec les traitements et vaccins. Donc évidemment, aujourd'hui, le professeur Raoul a quand même réussi à convaincre, a quand même réussi à interpeller l'opinion publique, et ça, je peux vous dire que ça en emmerde plus d'un. Et donc, voilà, la seconde étape, enfin pas la seconde étape, mais l'étape suivante, c'est tout simplement de le discréditer devant ses pairs, devant le conseil, devant l'ordre des médecins. Le seul problème, c'est que c'est complètement ridicule, parce que premièrement, le professeur Raoul aujourd'hui est quelqu'un qui a une carrière, que sa carrière elle est faite, sa réputation elle est faite, qu'il n'a plus rien à prouver, qu'il n'a plus d'ambition à avoir, si ce n'est continuer à faire son métier dans les conditions qui soient. Alors certes, il le fait dans un domaine public, mais demain, il peut très bien dire, puisque c'est comme ça, ciao, au revoir, je vais travailler ailleurs. Et ça, malheureusement, ça c'est quelque chose qui peut parfaitement nous pendre au nez.
Hein, ça serait dommage, encore une fois de plus, que la France se prive d'un talent, tout ça pour satisfaire les ambitions ou les conflits d'intérêts économiques de certaines hégémonies dans le marché des laboratoires privés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Bon, les États-Unis, on a vu, il y a une seconde vague très claire, une seconde vague qui finalement ne change pas grand-chose, je dirais, par rapport à ce qui est en train de se passer en France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, en effet, si vous avez une augmentation de cas notoire, le problème, c'est que quand on regarde en comparaison les courbes entre les cas déclarés, les hospitalisations, les prises en charge en réanimation et les décès, on se rend compte que finalement, on est dans des chiffres tout à fait tolérables. Alors, encore une fois, je précise, il n'est pas question de moindrir, il n'est pas question de décrédibiliser ou de réduire le potentiel de cette pandémie. Seulement, il faut à un moment donné raison garder et voir les choses telles qu'elles sont. C'est que le Covid-19, ce qui pose un problème avec le Covid-19, c'est qu'on n'a pas de vaccin et qu'on n'a pas de traitement officiel, reconnu à l'échelle internationale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à une vingtaine de décès qui sont en cours ou qui sont sur le point de se terminer, qu'on a même également des vaccins qui vont être mis sur le marché. On a par exemple les Russes qui ont mis déjà un vaccin et un deuxième vaccin russe serait mis aussi sur le marché. Aux États-Unis, il est question qu'on commence à faire la mise en application et la mise en route d'un début de vaccination de masse dès le mois de novembre. Donc, voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas un produit miracle. C'est-à-dire qu'on a des guerres de décès cliniques, des guerres d'études, avec toutes les conséquences que ça a eu, comme on a vu avec Lancet, comme on a vu avec le fameux Discovery, le fameux Recovery aussi, je crois Recovery en britannique, où des scientifiques ou des médecins, des spécialistes sérieux qui n'ont pas de conflit d'intérêt, ont mis quand même le doigt sur un certain nombre d'écueils, hein, sur un certain nombre de problèmes éthiques concernant ces essais. Et évidemment, là on se dit, ça conforte bien dans l'opinion le problème cruel aujourd'hui que c'est l'argent qui mène le monde et non pas la volonté de tout faire pour améliorer la santé publique. Et c'est peut-être ça aujourd'hui que la plupart de ceux qui défendent les consortiums, qui défendent les marchés dont dépendent les empires pharmaceutiques, les empires des laboratoires privés, etc., essaient tout simplement de protéger parce que cette image est aujourd'hui en train de complètement de se fissurer. Et puis il faut tout simplement maintenant réaffirmer, ne serait-ce même par des procédés légaux, que eux ont raison et que les contradicteurs ont forcément tort. Alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, c'est eux qui ont tort, qui ont perdu énormément de crédibilité, avec toutes les conséquences, tous les dommages collatéraux, c'est-à-dire l'exposition auprès de l'opinion de ce qu'on appelle les conflits d'intérêts, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui vous avez des gens qui ont été nommés comme étant des spécialistes, comme étant des experts, et donc avec des responsabilités de décision à l'échelle des organismes publics, qui en réalité sont des gens qui sont plus ou moins maqués, qui sont plus ou moins financés, qui sont plus ou moins représentants des intérêts, qui sont des lobbyistes finalement, par définition, au sein des institutions publiques pour défendre les intérêts privés et pas forcément les intérêts, je dirais, du commun des mortels, c'est-à-dire l'intérêt du peuple, dans sa satisfaction de voir des services publics assurer sa sécurité à tout bout de champ et à tous les niveaux, y compris sur le plan sanitaire, et que finalement on se rend compte que finalement on a aujourd'hui des gens qui en réalité ont des intentions d'essayer de nous imposer des normes, des règles, des codes, voire même faire passer des lois qui nous obligent, nous, citoyens, tout simplement, d'être soumis à une consommation obligatoire d'un certain nombre de produits dont finalement peut-être nous n'avons pas besoin. Et ce qui emmerde toujours plus, c'est qu'aujourd'hui le Covid, où est-ce qu'il en est? Oui, le Covid, ce fameux coronavirus, aujourd'hui continue à s'étendre, mais il s'étend d'une façon assez particulière, et
D'ailleurs, certains, et dont le professeur Raoul, eh bien, expliquent que oui, nous allons choper le Covid, oui, nous allons attraper le Covid, mais c'est un Covid affaibli, c'est un Covid qu'aujourd'hui, nos défenses immunitaires eh bien, sont capables de combattre. C'est-à-dire que, en effet, nous avons peut-être le Covid, j'ai peut-être le Covid, mais je suis contaminant. Donc, tant qu'il n'y a pas de, je dirais, de virus, tant qu'il n'y a pas de traitement, en effet, mesures de précaution, je ne suis pas contre le fait des mesures sanitaires avec le masque, la distanciation, etc. Mais le fait est, c'est que ce qui est le plus important, c'est en effet savoir s'adapter en individu responsable par rapport aux situations. Or, ici aux États-Unis, les politiciens restent quand même relativement frileux à vouloir absolument obliger les Américains à aller dans un sens, même si certains États ont renforcé un petit peu les outils de pression contre ceux qui ne portaient pas de masque à l'intérieur ou dans les supermarchés, etc. Mais à l'extérieur, nous avons parfaitement le droit d'être en extérieur sans masque. Après, c'est la responsabilité de chacun. Mais ce qui est en train de se passer en France, très clairement, là, on n'est plus du tout dans des règles sanitaires. C'est-à-dire que si la justification de porter le masque partout, même en extérieur, même à l'intérieur de son propre véhicule, il y a un moment donné où, là, en effet, les Français ont le droit de se poser la question, est-ce que c'est bien pour des raisons sanitaires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Là, évidemment, on ne va pas polémiquer sur la question. Moi, personnellement, je pense qu'en France, ils sont en train tout simplement de mettre les Français sous cloche à l'approche peut-être d'un événement, à l'approche de circonstances. Et évidemment, c'est la rentrée, donc la rentrée, il va commencer à y avoir tous les bilans économiques qui vont commencer à remonter à la surface, des fermetures, des faillites, des licenciements, plus les conflits sociaux, plus les politiques aujourd'hui de réforme du gouvernement qui va bientôt attaquer, alors je pense que peut-être ça va être la santé ou l'éducation, enfin on va voir quel va être le prochain domaine qui va passer à la trappe. Donc c'est une méthode pour mettre tout simplement les gens sous cloche. Sauf que le problème c'est que cette méthode, elle ne fonctionnera qu'à très court terme, c'est qu'à un moment donné, où déjà aussi aux États-Unis, le Covid, on commence à admettre l'idée que, en effet, le phénomène d'immunité va forcément jouer à un moment donné pour bien démontrer que nous sommes dans des taux tout à fait logiques et acceptables dans le cadre d'épidémies saisonnières. Alors, pour la France, je ne sais plus, il faudra que vous fassiez peut-être vous-même le calcul, mais je crois qu'en France, on est sur des chiffres supérieurs aux États-Unis. Encore une fois, on vous présente souvent des graphiques, mais on oublie de vous rappeler qu'il faut mettre en proportion les chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée, ici aux États-Unis, aujourd'hui, en comparaison avec le nombre de Covid déclarés, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès, on est sur, je crois, 1,5% de la population hospitalisée, et on est sur un taux de mortalité de 0,9%. Non, 0,05%, pardon. 0,05% sur la population totale américaine. C'est ridicule. Bon, je le rappelle, on a mis la pandémie, on a mis le terme pandémique sur le Covid-19 parce qu'on n'a pas le vaccin, on n'a pas le traitement efficace, officiel. Mais en matière de pandémie, aujourd'hui, on sait que les protocoles ou généralement les scénarios qui sont développés, c'est pour des pandémies avec des virus qui ont un taux de létalité beaucoup plus élevé. D'ailleurs, au début de Covid-19, on était parti justement sur ces comparatifs de chiffres, et c'est là qu'on s'est rendu compte rapidement qu'on était très très loin d'un virus très virulent, selon une codification qui est utilisée en matière scientifique pour déterminer le taux de létalité, le taux de dangerosité, à la fois en nombre mais aussi en délai, c'est-à-dire en capacité de taux de létalité en matière de temps, c'est-à-dire combien de personnes meurent, dans quelles conditions et dans quel délai. Si les délais sont très rapides, si la personne, une fois qu'elle est contaminée, elle tombe malade et qu'elle décède, si ça se passe en 2-3 jours, etc. En effet, là, on est véritablement sur une inquiétude. Et après, on essaie de voir par rapport au nombre de gens. C'est-à-dire là, si on commence à arriver sur, on va dire, des dizaines de milliers de personnes en une semaine, voire que la semaine suivante, on double le chiffre, c'est-à-dire que là, on est sur 20 000 personnes, je parle en décès, en décès, à cause du virus,
Cela inclut évidemment tous les décès des gens qui ont des pathologies fragiles, mais aussi des personnes qui sont en bonne santé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des morts, des décès attribués à la fois aux conséquences, aux dommages collatéraux que le virus peut provoquer chez les gens avec des pathologies fragiles, mais aussi l'effet direct du virus. Or, le coronavirus aujourd'hui n'a pas un effet direct. Le coronavirus aujourd'hui tue, mais tue par l'affaiblissement de gens qui ont déjà des pathologies fragiles. Alors les pathologies fragiles, il y en a de différentes sortes. C'est aussi bien les gens qui ont des grosses maladies, vraiment des pathologies très sévères, plus particulièrement sur l'appareil respiratoire, etc., comme aussi des gens, par exemple les gros fumeurs. Les gros fumeurs aujourd'hui doivent être très attentifs, parce que eux, du fait qu'ils sont des gros fumeurs et qui ont peut-être déjà des problèmes à cause du fait d'être des gros fumeurs, eux, en effet, ont un risque de voir une aggravation en cas de contamination par le Covid-19. Donc voilà, c'est des exemples, mais aujourd'hui, le fait est, c'est que ce Covid-19, il y a un moment donné où va falloir mettre les choses à plat, parce que déjà économiquement, on va souffrir, il va y avoir des conséquences énormes économiques. Donc si on continue à vouloir jouer la peur du Covid en imposant des normes sanitaires extrêmement strictes, comme ce qui est le cas en France, je trouve qu'en France aujourd'hui, ils vont tuer l'économie, encore plus avec ces restrictions. Parce que très sincèrement, les gens qui vont, par exemple, le cinéma, par exemple, je parle d'un domaine qui me concerne. Aujourd'hui, les cinémas aux États-Unis viennent de réouvrir aujourd'hui. Pas tous les cinémas. Il y a beaucoup de cinémas qui ne réouvriront pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les autorisations sanitaires pour pouvoir vendre leurs produits associés. Je vous fais référence à la vidéo que j'ai déjà faite où j'explique ça. Par exemple, mon cinéma à moi, normal aujourd'hui, il ne rouvre pas, il ne rouvrira. Moi j'ai eu une date apparemment, ce sera que le 2 octobre, parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation sanitaire de pouvoir au moins faire un minimum d'activité de restauration. Ils n'ont pas eu l'autorisation de le faire, donc c'est un cinéma qui vit, qui fait 75% de son chiffre d'affaires par la restauration et le bar, les deux n'étant pas possiblement utilisables de façon avec son potentiel réel, le cinéma n'est pas rentable. Donc ils ont décidé de ne pas réouvrir le cinéma, et on va réessayer de voir si on a une autorisation exceptionnelle au mois d'octobre. Donc encore pour un mois, je suis officiellement chômeur à cause du Covid, mais je pense que là, la semaine prochaine, on aura déjà un petit peu une vision de la situation, puisque le film Tenet de Nolan va sortir, il va y avoir le New Mutant, etc. Donc est-ce que les gens vont retourner au cinéma? Je pense qu'aux États-Unis, ça va certainement peut-être repartir, mais en France, aujourd'hui, les gens, quand on leur dit, bah non, désormais, dans les salles de cinéma, le masque obligatoire, moi je suis désolé, mais même une heure avec le masque, je peux pas, je tiens pas. Donc du coup, je pense que je ne suis pas le seul à réagir de cette façon, c'est-à-dire de dire je ne vais pas m'emmerder à payer 9 ou 10 euros une place de cinéma pour aller voir un film avec un masque pendant 1h30, c'est très inconfortable, c'est pas possible, etc. Donc à la rigueur, je préfère aller voir mon film chez moi, où j'ai pas l'obligation de porter un masque, etc. Là, je pense qu'il va y avoir de l'impact, et pas seulement pour le cinéma. Je pense que ça va être le cas dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire la restauration, les bars, tous les lieux de divertissement qui vont peut-être réouvrir petit à petit, mais non, je pense que là, en France, là, ils sont en train de faire une énorme connerie, c'est du grand n'importe quoi. Alors je peux comprendre, quand on est une autorité, qu'on sait que malheureusement, on a dans la population des gens qui sont totalement irresponsables, et on l'a vu avec la fête du cinéma, la fête de la musique, le 21 juin, on a vu le nombre de gens qui n'ont pas respecté les distanciations sociales, qui n'ont pas de masque, etc. Je veux dire, à partir du moment où ces gens font preuve même pas de l'effort d'essayer de faire au moins quelque chose pour préserver la récupération de certaines libertés, et ben, le résultat, voilà, c'est que le coup près il tombe, c'est que puisqu'on ne peut pas faire confiance aux Français pour être responsables et matures, et ben on interdit. Donc finalement, les Français payent le prix de l'immaturité, de l'irresponsabilité d'un certain nombre de gens. En sachant qu'il y en aura toujours, qu'il y en a toujours actuellement. La preuve, c'est que l'un des arguments aujourd'hui qui provoque certaines violences, certaines agressions de certaines personnes, c'est le fait que des personnes demandent de porter le masque à des gens qui de toute façon n'ont rien à foutre, et que si tu les fais chier, ils t'en dégagent une dans la gueule.
Voilà, voilà toutes les conséquences que ça implique. Le fait est, c'est que donc pour revenir au professeur Raoul, je pense que lui, il en a strictement rien à foutre, parce que lui, il a les chiffres, il a son expérience pour faire la démonstration que tout ça, ça n'a aucun intérêt, que ça n'a pas de sens, et que encore aujourd'hui, lorsqu'on lui-même pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de la politique des masques, etc., lui, il répond, il dit, moi je suis médecin, je soigne, je fais pas de politique. Voilà, boum. Et je pense que quand il passera devant le Conseil de l'ordre face aux plaintes qui ont été déposées, et encore, les plaintes sont déposées, mais maintenant il faut qu'elles soient étudiées pour savoir si elles sont recevables. Si moi, personnellement, je pense que le comité de l'ordre des médecins ne va pas prendre le risque de se ridiculiser en présentant Raoul devant une commission. Je pense que, à mon avis, ils vont se dire non, stop, il faut arrêter le délire, il faut arrêter les conneries. Parce que eux, s'ils le font, ils vont se discréditer eux-mêmes. Donc ça n'a pas de sens. Mais voilà, on en est réduit aujourd'hui, il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Et encore une fois, juste pour une petite entre parenthèses, ne vous étonnez pas que ces gens, que ce soit les Dupond-Moretti, que ce soit Darmanin, ne vous étonnez pas qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui prouvent leur incompétence, qui prouvent leur collusion, qui prouvent leur décalage avec les réalités, ou qui font de l'idéologie et qui en profitent. C'est tout simplement dans le cadre d'une destruction pure et simple de la crédibilité de l'État. C'est-à-dire que vous, citoyens français, une fois que vous avez compris que vous avez affaire à des gens qui ne font pas leur boulot, qui ne le font pas consciencieusement, qui ne le font pas avec responsabilité, et bien au bout d'un moment, vous vous dites, mais ces États ne servent plus à rien. C'est-à-dire que c'est des États remplis de gens incompétents. Et puis un jour, on vous proposera une alternative. L'alternative, je vous laisse deviner d'où elle viendra. On en a déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, etc. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, pour ce qui concerne la France, je résume en disant que c'est du délire, mais un délire dangereux parce que ça va avoir forcément des dommages collatéraux, ça va avoir forcément des conséquences graves, et surtout sur l'économie, voire peut-être sur la santé, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que l'efficacité du masque n'est pas prouvée. Et je pense que quand on est un tant soit peu sensé, logique, et faire preuve un petit peu de bon sens, en effet, le masque peut protéger les autres. Le masque peut peut-être vous protéger vous. Mais si vous portez un masque et vous ne vous lavez pas les mains de la journée, votre masque, en effet, ne sert à rien. Qu'on soit bien clair. Aujourd'hui, on oblige les gens à porter un masque, mais on n'oblige pas les gens à se laver les mains à chaque fois qu'ils vont dans un endroit, qu'ils rentrent dans un magasin. Moi, je vous mets au défi de voir des gens rentrer dans un fast-food, par exemple. Alors, je ne sais pas si les fast-food, aujourd'hui, les salles sont ouvertes ou pas, ou trucs comme ça, mais porter un masque devant un vendeur de fast-food, c'est bien, mais le problème, c'est que si après vous prenez votre burger, vous allez dans la voiture, vous ouvrez le burger et vous mangez votre burger sans même vous être lavé les mains avec votre gel hydroalcoolique, votre masque, il ne sert à rien. Qu'on soit bien clair, et ça c'est le cas partout. Le plus important, c'est les mains, c'est que vous lavez régulièrement les mains. Alors pas forcément avec du gel hydroalcoolique, parce que le gel hydroalcoolique, attention, au bout d'un moment, ça peut avoir une certaine corrosivité, ça peut être un peu corrosif, on va dire, ça peut avoir des effets corrosifs, sur la peau, surtout sur les gens qui ont peut-être des peaux relativement fragiles. Mais se laver les mains régulièrement avec du savon, etc., voilà, c'est un geste barrière. Sauf que le geste barrière des mains, on en parle, mais on en parle moins que de porter le masque impérativement, même en extérieur, même quand vous faites du jogging. Je ne voudrais pas vous dire, mais faites du jogging avec un masque, vous allez voir que ça va être super sympa. Alors il y en a même qui utilisent des masques, normalement des masques sportifs, vous savez, c'est des masques sportifs, sauf que le problème des masques sportifs, il y en a qui ont fait l'expérience, je peux vous dire que c'est les pires, qui gardent et qui collectent et sur lequel peut se développer des bactéries de votre expiration, où l'on trouve, apparemment, on trouve du staphylocoque, etc. Enfin, c'est de quoi à boire et à manger, si on peut s'exprimer ainsi. Donc voilà,
Donc affaire à suivre, mais je pense très sincèrement que de toute façon Raoul, ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête. Lui, il continue à faire son boulot, etc. Et puis advienne que pourra, si en effet aujourd'hui le lobbying pharmaceutique privé réussit à faire mettre Raoul devant une commission du Grand Conseil de l'Ordre des médecins, quelles sanctions il pourrait trouver, si ce n'est lui mettre un avertissement, parce que si jamais il le vire, ça va avoir aussi un impact sur l'opinion et ça va rajouter encore plus de colère contre cette technocratie, contre cette bureaucratie qui aujourd'hui a su démontrer depuis maintenant plus d'1 an ce dont on disait, ce dont on parlait à un certain nombre de gens, mais dont certains vivaient un petit peu dans le déni ou ça leur passait un peu au-dessus, etc. Aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui vous avez les preuves face à vous, comme quoi, ce qu'on disait depuis des années, eh bien, c'est bien la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est bien dans un processus de destruction des États, de destruction de la souveraineté, de la destruction des États-nations au profit du privé. Et dans ma précédente vidéo, je vous avais fait allusion au spectacle de Franck Lepage par rapport à l'éducation. Son spectacle s'appelle Inculture, et il y a une deuxième version. C'est un spectacle très très long, puisque je crois que le spectacle en tout fait 3 heures, mais franchement, en 3 heures, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est très pédagogique, c'est très ludique, et ça va vous faire comprendre beaucoup de choses dont c'est un spectacle qui à l'origine qui date de 2010 mais qu'il a réactualisé et qu'il joue maintenant depuis je crois 2016-2015, même depuis 2017, puisque la dernière version de son spectacle, il parle de Macron, justement, et il donne vraiment des éléments de réflexion qu'aujourd'hui on peut en effet étayer par du factuel dans la réalité par rapport aux différents sujets qu'il aborde, etc. Mais je vous invite instamment et beaucoup de voir ce spectacle. C'est pas tellement un spectacle, ils appellent ça une conférence gesticulée. Je trouve le terme assez original et assez amusant. Donc j'avais parlé de ça dans la vidéo précédente, mais j'ai oublié de mettre le lien. Donc là, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien en bas de ce spectacle. Et ça rejoint plus ou moins ce qui se passe aujourd'hui avec la santé. Parce que l'éducation nationale et la santé publique en France, l'objectif est le même. C'est le détruire, c'est le casser le modèle pour ensuite le vendre aux intérêts privés. Voilà, c'est une vidéo. D'ici là, comme d'habitude, protégez-vous, faites attention, ne tombez pas dans les panneaux de la manipulation idéologique, parce que là, ça y va, mais alors de façon grand V. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.